chapitre 15, où Kaylee a reçu un appel de son père. Et elle a cru qu'il l'appelait pour annuler, parce que du coup, le lycée où Kaylee elle est organise une veillée ou un hommage pour Meredith. Et je rappelle que Meredith était une lycéenne, mais elle est décédée. Et donc le père de Kaylee avait prévu d'y aller. Et donc quand il l'a appelé, Kaylee a cru qu'il n'allait pas venir. Mais finalement si, c'était juste pour avoir de ses nouvelles. Et ensuite elle s'est donc rendue avec Nash au lycée pour cette veillée. Et elle a un peu avoué la vérité à Emma, donc sa meilleure amie, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Et ensuite, il me semble qu'un faucheur s'est invité à la veillée, puisque je crois qu'elle est à deux doigts de crier, puisque je rappelle que c'est une banshee. Donc maintenant, je vais te lire ce nouveau chapitre. Chapitre 16, chapitre 16, chapitre 16. Ma main serra celle de Nash. Il lança un regard dans ma direction. Ses yeux s'agrandirent. Encore, murmura-t-il en se penchant à mon oreille. Mais je ne pus qu'opiner. Qui est-ce ? Demanda-t-il. Je secouai la tête. Ma respiration devint heurtée. Je n'avais pas encore repéré avec précision la source de ma prémonition. Il y avait trop de gens rassemblés en groupes trop compacts. Tous ces corps vêtus de couleurs sombres se confondaient en un seul habit de deuil, formant un quasi-camouflage. Je n'arrivais même pas à les distinguer les uns des autres. L'incertitude me déchira le cœur. Et si je ne réussissais pas? Et si je ne pouvais pas localiser la victime? Et encore moins la sauver? C'est bon, Kaylee, détends-toi. Les chuchotements de Nash se déversaient sur moi. Je pouvais presque les sentir glisser sur ma peau. Malgré la peur intense et lourde qui faisait tournoyer ses iris, Nash s'appliquait à me rassurer. Regarde lentement autour de toi. Nous pouvons sauver la prochaine victime du faucheur. Mais pour cela, il faut d'abord que tu la trouves. Je m'évertuai à suivre ses instructions, mais la panique était trop forte, semblable à un vrombissement sauvage que j'étais seule à percevoir. Cependant que le cri enflait dans ma tête, elle m'interdisait toute pensée, toute logique. Nash sembla comprendre. Il se planta en face de moi, presque front contre front. Plongeant son regard dans le mien, il m'agrippa les deux mains. La marée humaine nous dépassait d'un pas traînant, se divisait pour nous contourner, comme l'eau d'une rivière autour d'un banc de sable. Plusieurs élèves nous regardèrent, mais personne ne s'arrêta. Je n'étais pas la seule jeune fille à piquer une crise de nerfs en public dans le gymnase, et la plupart des autres étaient beaucoup plus bruyantes. Pour le moment, du moins. Je serrai les mâchoires, dans un effort pour retenir la plainte la plus intense que j'ai jamais ressentie, tout en balayant la foule du regard, survolant les hommes, les femmes et les garçons, pour ne m'attarder que sur les filles. L'une d'elles allait mourir. Elle était là, quelque part. Je ne pouvais rien faire pour l'empêcher. Mais si je la localisais à temps, et si j'étais réellement capable de faire ce que Nash m'avait expliqué, je pourrais la ramener. Nous pourrions la ramener à la vie. Ensuite, il ne nous resterait plus qu'à nous soustraire à la fureur du faucheur scélérat. Ce fut peut-être une coïncidence, ou sans doute parce que je ressentais réellement le besoin, malgré les rapports tendus que nous entretenions, de m'assurer que ma cousine était en sécurité. Mais ce fut sur Sophie que mon regard se posa en premier. Elle se tenait sous le panier de basket, à l'autre extrémité du gymnase, en compagnie d'un groupe d'amis aux yeux rougis, blottis les unes contre les autres en une sorte de petit comité de deuil. Mais l'image d'aucun de ces visages barbouillés de larmes ne déclencha une montée de panique plus intense. Aucun n'était
Je repérai ensuite un autre attroupement de jeunes filles, des élèves de 3e à première vue. Où que je tourne mes regards, il y avait toujours plus de filles, certaines en robe de deuil, d'autres en pantalon noir, d'autres encore en blue jean. Uniforme officiel des ados oblige. C'était à croire que les garçons et les adultes n'existaient plus pour moi. Mes yeux n'étaient attirés que par les filles. Mais de tous ces visages, couverts de taches, de rousseur, mouillés de larmes, minces, rondes, pâles, sombres ou hâlées, aucun ne retint mon regard, aucun n'interpella mon âme. Pour finir, après ce qui sembla une éternité, mais ne dura probablement pas plus d'1 minute, mes yeux se reposèrent sur Nash. J'avais mal aux mâchoires à force de les contracter. J'avais la gorge à vif de m'être retenue de crier. Quant aux mains de Nash, mes ongles y avaient laissé des marques. Je secouai la tête, battis des paupières pour refouler les larmes qui me montaient aux yeux. Elle était toujours là, quelque part, si j'en croyais la force sans précédent du cri qui enflait en moi. Mais je n'arrivais pas à la détecter. Et c'est encore, insista Nash en me pressant les mains, encore une fois. Je hochai la tête et me forçai à ravaler mon cri. Une douleur atroce, comme d'engloutir du verre pilé. Mais cette fois, les conséquences se firent sentir de façon irrépressible. Une force de pression formidable s'exerça dans ma poitrine et ma gorge. Et je sentis avec une absolue certitude que, si je tardais plus longtemps à me libérer, ou bien si je ne m'éloignais pas de la source de ma prémonition, mon corps allait se fendre en une plaie béante de désolation. Désespéré, je regardais par-dessus l'épaule de Nash, vers l'endroit où la cohue continuait de se masser, pour se diriger avec lenteur vers la sortie. Tous ceux qui se déplaçaient dans cette direction me tournaient le dos, silhouettes anonymes dont je ne distinguais que la masse des cheveux. Une mince jeune fille aux longues boucles rousses, 2 filles trapues à la chevelure noire pareillement ondulée, une brune aux cheveux fins et raides comme des baguettes. Celle-ci se retourna. Je la vis de profil, mais la panique ne s'accentuait pas. Puis une tête attira mon attention. Une autre blonde, à 4 ou 5 mètres de moi, le corps assombri par une ombre épaisse et sinistre. Une ombre qui, pour quelque mystérieuse raison, ne tombait sur rien ni personne. À l'instant même où mon regard s'arrêta sur elle, mon corps fit un effort convulsif pour libérer le hurlement que j'emprisonnais. Je manquais d'air à m'en brûler la poitrine, mais je redoutais qu'une simple inspiration suffise à laisser s'échapper le cri, alors que je n'étais pas encore prête. La blonde était grande et mince. Ses cheveux coupés droits lui arrivaient au milieu du dos. Si elle avait porté une queue de cheval, j'aurais juré que c'était Emma. En tout cas, qui qu'elle soit, elle allait mourir. Incapable d'ouvrir la bouche pour prévenir Nash, je lui serrai la main. Comprenant mon signal, il murmura d'une voix pressante « Où ? Qui est-ce » Déjà affaibli par le combat acharné que je menais. Pour résister au hurlement, je ne pus que faire un signe de tête en direction de la blonde. En vain. J'avais, sans le vouloir, englobé au moins 50 personnes, dont plus de la moitié étaient composées de jeunes filles. « Montre-moi » insista Nash. « Est-ce que tu peux marcher ?» Je hochai la tête. En réalité, je n'étais pas vraiment sûre de moi. Mon crâne résonnait de cris inarticulés. Mes jambes chancelaient et ma main libre tentait d'agripper l'air. Un gémissement aigu s'échappa de moi. La plainte filtra à travers mes lèvres closes. Et en même temps, arrivait l'obscurité familière. Cet étrange filtre grisâtre qui me voilait la vue. J'eus l'impression que le monde se resserrait autour de moi, tandis qu'autre chose, des formes étranges et un monde invisible au commun des mortels, se manifestaient à mes yeux. Nash m'entraîna derrière lui. Je titubais, le souffle court. Mes lèvres s'ouvrirent malgré moi. Aussitôt, il me redressa en hâte, et je serrai les dents, me mordant la langue dans un effort désespéré pour m'empêcher de hurler.
s'avançait donc. Il ne nous fallut qu'une douzaine de pas. Je les comptais pour m'aider à me concentrer, pour rejoindre. Un instant ralenti par la foule dans sa progression vers la porte. Je m'arrêtai derrière elle et fis un signe de tête à Nash. Alors, je crus qu'il allait se trouver mal. Son visage pâlit subitement et il prit sur lui pour, me sembla-t-il, ravaler des paroles qu'il ne voulait surtout pas prononcer. « Tu es sûr ?» chuchota-t-il. Je hochai de nouveau la tête, grinçant à présent des dents à force de muscler mon cri de lamentation. Oui, j'en étais sûre, c'était elle. Nash tendit le bras. Ses doigts tremblèrent en pénétrant le sinistre voile d'ombre. Il me lança un dernier regard, puis il posa la main sur l'épaule de la fille. Elle se retourna et mon cœur s'arrêta. Emma! À un moment donné, elle avait détaché sa queue de cheval et s'était éloignée de nous. Je dus m'obliger à reprendre ma respiration en dilatant mes poumons sans pour autant desserrer les dents. Et de nouveau, ma vision s'obscurcit, devint floue. Le lugubre et sombre brouillard enveloppa tout autour de moi. Je ne distinguais plus le monde qu'à travers une brume légère et sans couleur. Emma me dévisageait à travers les ténèbres, ses grands yeux voilés par leur propre ombre funeste. À en croire son expression, elle comprenait ce qui se passait, mais il lui manqua encore la pièce la plus importante du puzzle. « Ça recommence !» murmura-t-elle en me prenant la main. « Qui est-ce? Tu le sais déjà ?» Je fis oui de la tête. Lorsque je clignai des paupières, 2 larmes coulèrent sur mes joues, laissant derrière elle un mince sillage brûlant. Comme je la contemplais en silence, un garçon de ma classe de biologie frôla Emma, en traversant son ombre. Évidemment, rien chez lui n'indiqua qu'il s'était rendu compte de ce qu'il faisait. Tout autour de nous, des élèves et leurs parents piétinaient en direction de la sortie, inconscients de traverser les ténèbres de l'au-delà, inconscients de ce qui allait se produire dans les minutes à venir. À la périphérie de ma vision, quelque chose se précipita à travers la grisaille, quelque chose de grand, de sombre et de rapide. Mon cœur cogna douloureusement, un flot d'adrénaline m'inonda. Mon regard s'élança à la poursuite de l'étrange silhouette, mais celle-ci disparut avant que j'aie eu le temps de la fixer. Se déplaçant avec aisance à travers la foule, sans heurter aucun corps sur son passage, elle marchait comme je n'avais jamais vu personne marcher, avec une grâce particulière, déhanchée, comme si elle avait eu trop de jambes, ou peut-être pas assez. Et personne d'autre ne l'avait vue. Mes yeux se refermèrent d'horreur. Mon esprit s'interdisait de reconnaître ce que je venais de voir. Je le rejetais comme une chose impossible. Je savais qu'il en existait d'autres. On m'avait prévenu. Il m'était même arrivé d'en apercevoir, mais ça, c'était trop. Hélas, pour l'instant, seul un mince filet de son s'écoulait de ma gorge, hermétiquement close. Nous devons attendre, souffla Nash. Rouvrant les yeux, je reportai toute mon attention sur Emma et la terrible urgence du moment. Cependant, la silhouette difforme s'attardait dans mon esprit. Sa drôle de masse restait vaguement imprimée sur mes rétines. Il faut qu'elle meure avant que nous puissions la ramener, précisa Nash. Si tu te mets à chanter trop tôt, tu ne feras que gaspiller tes forces. Je secouai la tête avec violence, refusant avec rage d'admettre ce que je savais déjà être vrai. Je ne pouvais laisser Emma mourir, je ne l'accepterai jamais. Mais il n'y avait rien que je puisse faire pour m'y opposer. Et nous le savions tous, excepté Emma. « Quoi ?» demanda-t-elle, en nous regardant tour à tour, jetée dans la confusion par les paroles sibyllines de Nash. « De quoi parle-t-il » La sueur me coulait le long de l'échine, perlait à mes paumes, et pour une fois, je fus heureuse d'être dans l'incapacité de parler, de ne pouvoir répondre. Je ravalais ma salive, étranglant toujours le cri qui me consumait de l'intérieur. Le brouillard gris s'était assombri mais pas épaissi.
Je n'éprouvais aucune difficulté à voir au travers. Pourtant, il ternissait tout ce que rencontrait mon regard terrifié, comme si le gymnase entier avait été drapé d'une nappe translucide. Et, toujours, des formes se mouvaient en bordure de mon champ de vision, attirant mon regard dans une direction puis dans l'autre. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'on me parle de ce qui se passait. Nash percevait-il la même chose que moi? Et, plus important encore, pouvait-il déjà nous voir? Je tournai vivement la tête pour suivre des yeux un inquiétant tumulte, mais trop tard. Je pivotai alors dans la direction opposée, plissant les paupières avec l'espoir de percer l'obscurité fantomatique, de repérer un autre mouvement suspect. Mes mâchoires me faisaient mal, j'avais l'impression que ma tête allait éclater. À chaque seconde qui passait, le chant de lamentation gagnait en puissance. Les gens qui se trouvaient à proximité de nous me dévisageaient à présent. Ils ne se détournèrent que lorsque Nash me prit dans ses bras, posa ma tête sur son épaule comme pour me consoler. Ce qui, en partie, correspondait à la réalité. « Kaylee, non, attends encore » murmura-t-il dans mes cheveux. Mais cette fois, son influence n'opéra pas si bien. Le besoin de pousser ma lugubre complainte était trop fort, la mort arrivait trop vite. Je voyais Emma nous observer avec consternation, toujours enveloppée dans un voile d'ombre maintenant presque compact. « Ne les regarde pas » m'intima Nash. Lui aussi les voyait. En tout cas, voilà qui répondait à l'une de mes questions. « Tâche de la retenir » dit-il encore. « Ils nous sentent certainement, tu es le lien, mais ils ne nous verront que quand tu commenceras à chanter. Et souviens-toi bien, quelles que soient les apparences, ils ne sont pas ici, pas parmi nous. Le lien entre quoi et quoi? Notre monde et le royaume des ténèbres. Pas bon ça, pas bon du tout. » Je me dégageai de son étreinte pour le dévisager et cherchai des réponses. Je n'en trouvai aucune. Sans doute parce que je ne savais pas poser les bonnes questions. Soit. Il ne me restait plus qu'à ignorer cet étrange voile gris qui masquait la réalité. Si impossible que cela puisse paraître. Mais le faucheur, si Emma devait mourir, même à titre provisoire, je ferai en sorte que ce ne soit pas pour rien. Je lançai un regard appuyé vers Emma, et mon cœur se brisa en voyant son inquiétude. Puis j'adressai un signe à Nash, le tout sans cesser d'étouffer le cri dont je sentais la libération désormais imminente. Par miracle, Nash comprit. Il se rapprocha pour murmurer. « Tu ne peux pas le voir tant qu'il ne l'aura pas décidé », me rappela-t-il avec douceur. Ces paroles, le glissement satiné, presque palpable de sa voix sur ma peau, firent un peu céder la panique. Pas assez pour me procurer un réel soulagement, mais suffisamment pour me permettre d'endiguer le cri quelques secondes de plus. « Et je te parie tout ce que tu veux qui ne tient pas à être vu. Il faut attendre, accroche-toi. »« Quoi ?» répéta Emma, qui pressa ma main pour attirer mon attention. « Qui est-ce que tu ne peux pas voir? Où est-ce que... » Et c'est alors, en plein milieu de sa phrase, qu'elle s'effondra. Ses jambes la lâchèrent, alors qu'elle tenait toujours ma main serrée dans la sienne. Sa tête heurta le garçon derrière elle, lequel trébucha et faillit s'affaler. Je basculai avec elle, mes larmes coulaient librement à présent. D'un geste brusque, je m'arrachai à la poigne de Nash, en même temps que je tombais à genoux sur le sol. Le choc se répercuta dans tout mon corps. Les yeux d'Emma fixaient le vide, comme les fenêtres grandes ouvertes de son âme. Il paraissait évident qu'il n'y avait plus personne derrière ces fenêtres-là. « Kaylee !» Se laissant tomber à genoux à son tour, Nash m'implora du regard. Tout autour, les gens se retournaient pour nous observer bouche bée, les yeux écarquillés de stupeur. Je l'entendis à peine. Je ne faisais plus attention à l'obscurité
Ses doigts étaient encore chauds. Ses cheveux étaient retombés sur ses épaules, effleuraient doucement mon bras. Emma, ma meilleure amie, ma confidente, la cousine que j'aurais dû avoir. Emma, mon équilibre, dont la perte me déchirait déjà. Je renversai la tête en arrière et j'ouvris la bouche. Le hurlement jaillit. Le cri se déversa en un monstrueux torrent de notes discordantes, corrosives, qui m'écorchèrent la gorge et me vidèrent de toute ma substance. La douleur était insupportable, mais au-delà de la souffrance, je ressentis aussi un immense soulagement. Enfin, je ne servais plus de caisse de résonance à pareille cacophonie surnaturelle et cruelle. L'espace d'un instant, le gymnase entier demeura pétrifié. Les gens se figèrent, puis se retournèrent pour regarder. La plupart se couvrirent les oreilles de leurs mains avec des grimaces de douleur. Une élève poussa un cri. Je le compris en voyant sa bouche grande ouverte, incapable que j'étais d'entendre sa voix par-dessus l'assourdissante partition provenant de ma propre gorge. Puis, avant que j'aie eu le temps d'enregistrer tous ces regards ébahis braqués sur moi, le monde sembla basculer. La légère brume grise se déposa tout autour de moi sur le monde normal. Cela tenait plus de la sensation que de la réalité physique. Cependant, tout à coup, les étranges créatures difformes sur lesquelles je n'avais pas réussi à me concentrer quelques instants plus tôt me semblèrent envahir le gymnase. Soudain, elles étaient partout, émaillant la foule des humains quand elles ne la recouvraient pas carrément. Elles me relouquaient de l'autre côté de la grisaille. Elles avaient l'air ternes, à croire que la brume les avait en quelque sorte privées de leur couleur. Et elles paraissaient vagues, comme si je les avais observées à travers une sorte de verre teinté opaque. Était-ce cela que Nash voulait dire quand il affirmait qu'elle ne serait pas réellement avec nous? Parce que, dans ce cas, je ne saisissais pas bien la différence. Pour ma part, je les trouvais un peu trop proches à mon cou, et elles poursuivaient inéluctablement leur avance vers nous. À ma gauche, une curieuse créature sans tête se tenait entre deux garçons en pantalon kaki froissé. Elle clignait des yeux incrustés sur sa poitrine nue, entre de petits mamelons incolores. Un drôle de nez étroit sortait du creux sous son sternum, et des lèvres minces s'ouvraient juste au-dessus de son nombril. Et passons sur ce qui m'amena à conclure qu'il s'agissait d'une créature mâle. Saisi d'horreur, je fermai les yeux, mon cri faiblit, puis je me rappelai Emma. Em avait besoin de moi. Ils ne sont pas ici, pas parmi nous. La voix de Nash semblait psalmodier à l'intérieur de mon crâne. De nouveau, je libérai mon chant funèbre, étonné de la capacité de mes propres poumons, et rouvris les yeux. J'étais résolue à ne regarder que Nash. Il allait m'aider à surmonter cette épreuve. Il l'avait déjà fait. Mais, au lieu de cela, mon regard s'accrocha à un homme et une femme superbes qui se frayaient un chemin à travers la foule dans ma direction. Ils avaient l'air presque humains, si on acceptait leur teint vaguement gris et leurs membres curieusement allongés, ainsi que la queue enroulée autour des chevilles de la femme. Comme je les observais, captivé, l'homme traversa mon professeur de sciences qui ne digua même pas. Assez, pas question d'en supporter davantage. Je décidai vraiment de ne plus regarder que Nash et rien d'autre. Où était-il? Une brûlure me dévastait la gorge, mes oreilles résonnaient. J'avais la sensation que ma tête était sur le point d'exploser. Finalement, le visage de Nash surgit devant moi. Mais à ma grande consternation, il ne plongea pas ses yeux dans les miens. Il scrutait, fasciné, l'espace au-dessus du corps d'Emma. Les yeux plissés par l'effort de concentration, le visage trempé de sueur. Je levai la tête, et soudain je compris. Emma était là, pas son corps qui se refroidissait lentement sur le sol devant moi, mais la véritable Emma. Son âme flottait dans les airs, entre Nash et moi. C'était la
chose la plus incroyable que j'ai jamais vue, si on peut appeler une âme une chose. Elle n'était pas belle, comme je l'aurais cru, ni boule de lumière, ni fantôme en forme d'aimant ondulant dans une brise vaporeuse. Non, elle était sombre et informe, et pourtant translucide, comme l'ombre limpide et ondoyante de rien. Mais ce qui lui manquait en forme, l'âme d'Emma le compensait en impression. L'impression d'être importante, essentielle. Des doigts froids touchèrent mon bras. Je sursautai, convaincu qu'une créature du monde des ténèbres était venue me chercher. Mais ce n'était que la proviseure qui s'agenouillait à côté de moi. Elle dit quelque chose que je n'entendis pas. Elle devait me demander ce qui se passait. Or, j'étais incapable de parler. Elle essaya de m'écarter d'Emma, mais rien ne m'aurait fait bouger, ni fait taire. Une petite femme toute ronde, vêtue d'une robe sac, entra alors en trombe dans le cercle qui s'était formé autour de nous, bousculant tout le monde sur son passage. Les créatures grises ne semblèrent même pas remarquer sa présence. Je me rendis compte qu'elles ne la voyaient sans doute pas plus qu'aucun des autres humains. La femme s'accroupit à côté de Nash et lui demanda quelque chose. Il ne répondit pas. Ses yeux étaient devenus vitreux, ses mains reposaient inertes sur ses genoux. Constatant qu'elle ne réussissait pas à se faire comprendre de lui, la femme jeta un regard étrange dans ma direction et bondit sur ses pieds. Elle chancela un instant, puis contourna Nash en hâte et s'accroupit près d'Emma pour lui prendre le pouls. D'autres personnes s'étaient laissées choir sur les genoux, les mains plaquées sur leurs oreilles, leur bouche remuant avec frénésie à mon attention, en vain. Elles n'avaient pas conscience que des créatures circulaient parmi elles, pas plus que ces créatures ne s'intéressaient à elles. Un homme, grand et mince, agita furieusement les bras. Les humains derrière lui reculèrent. Les créatures grises semblaient se rapprocher toujours plus, mais tout cela, je ne le distinguais que vaguement, tandis que la plainte continuait de me déchirer la gorge, aussi coupante qu'une lame de rasoir qui m'aurait tailladé les chairs. Puis mon regard fut de nouveau attiré vers l'âme d'Emma, qui s'était mise à se tordre frénétiquement. Semblable à une traînée de fumée, une partie d'elle s'acharnait à ramper vers un coin du gymnase, tandis que l'autre s'entortillait autour d'elle-même, se laissant couler vers le corps d'Emma, telle une grosse goutte de pluie. Pétrifiée, je lançai un coup d'œil vers Nash. La sueur dégoulinait sur son visage. Ses yeux fixes étaient troubles. Ses mains agrippaient le tissu de son pantalon. Tandis que je l'observais, l'âme d'Emma descendit un peu plus vers son corps, comme si elle subissait une pression. Des gens se bousculaient autour de nous, braquaient les yeux sur moi, braillaient à plein poumon pour se faire entendre. Des mains humaines touchaient mes bras, me tiraillaient par les vêtements. Certains essayaient de me réconforter, de me faire taire. D'autres tentaient de m'entraîner au loin. Formes étranges et incolores, regroupées par deux ou trois, qui observaient sans vergogne la scène, murmuraient des mots que je n'entendais pas et que je n'aurais sans doute pas compris de toute façon. L'âme d'Emma continuait de se rapprocher lentement de son corps, mais son extrémité tentaculaire serpentait toujours vers le coin opposé de la salle. Nash la tenait presque. Seulement, s'il ne réussissait pas très vite à l'attraper, notre chance serait passée. Ma voix perdait déjà de son volume, ma gorge me faisait souffrir le martyre. Mes poumons me brûlaient par manque d'oxygène. Enfin, l'ombre lumineuse se posa sur le corps d'Emma et sembla se fondre en lui. En moins d'une seconde, elle fut complètement absorbée. Poussant un profond soupir, Nash cligna des yeux et épongea la sueur de son front avec sa manche. Ma voix s'éteignit. Ma bouche se referma avec un bruit sec de mâchoire qui claque. Le silence se fit, et toutes les créatures grises, toutes les volutes de brouillard, toutes sans exception, s'évanouirent d'un seul coup. Pendant un instant, personne ne bougea. Les mains posées sur moi s'immobilisèrent.
paralysés sur place, comme s'ils avaient senti que quelque chose venait de changer, alors qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui était réellement arrivé. Ils m'avaient juste entendu hurler. Je scrutais le visage d'Emma, y cherchant le retour de la vie. Je guettais chaque signe, la poitrine qui se soulève, un pouls, même faible. J'aurais même accueilli avec soulagement un éternuement bien morveux. Mais pendant de longues secondes abominables, elle n'eut aucune réaction. Nous avions échoué. Quelque chose était allé de travers. Le faucheur invisible était trop fort. J'étais trop faible. Nash manquait d'entraînement. Puis Emma respira. Je faillis bien ne pas le remarquer, car il n'y eut pas de halètement spectaculaire digne d'un Oscar, pas de suffocation, pas d'expectoration, pas de doux étranglé qui aurait dégagé ses poumons. Simplement, elle inspira, aussi doucement qu'elle l'avait fait toute sa vie. Je me pris la tête entre les mains, des larmes de soulagement inondèrent mes joues. Je ris, mais aucun son ne sortit de ma bouche. J'avais pour de bon perdu la voix. Puis Emma ouvrit les yeux, et cela sonna la fin de l'instant de grâce. Car aussitôt, quelqu'un dans la foule poussa une exclamation, et d'un seul coup, tout se remit en mouvement. Les curieux se rapprochèrent, échangèrent des chuchotements, couvrirent leur bouche béante de leurs mains tremblantes. Emma me regarda en battant des paupières. Son front exprimait son désarroi. Qu'est-ce que je fais par terre ? J'ouvris la bouche pour lui répondre, mais une douleur fulgurante me rappela que j'étais aphone. Nash me décocha un sourire de triomphe avant de répondre à ma place. Ce n'est rien, je crois que tu t'es évanoui. Son pouls ne battait plus, intervint la femme rondouillarde, en s'écartant d'Emma, le visage rouge d'ahurissement. Elle était, j'ai bien vérifié, elle devrait être... Elle a perdu connaissance, répéta Nash avec fermeté. Elle a dû se cogner la tête en tombant, mais maintenant, elle va tout à fait bien. Et pour appuyer ses propos, il tendit la main à Emma et l'aida à se redresser. Ses jambes toujours étendues sur le sol devant elle. Il ne faut pas la déplacer, gronda la proviseure à côté de moi. Elle s'est peut-être cassé quelque chose. Non, je n'ai rien, affirma Emma d'une voix confuse. Je n'ai mal nulle part. Une rumeur s'éleva autour de nous. La nouvelle s'était répandue jusqu'aux spectateurs du fond de la salle, qui avaient raté le spectacle. J'entendis chuchoter des mots comme « morte » ou « plus de pouls » qui m'angoissèrent. Mais Nash me prit la main, et aussitôt l'anxiété s'estompa. Jusqu'à ce qu'un deuxième cri brise le calme revenu. Les têtes se tournèrent, des exclamations fusèrent. Emma et Nash regardèrent avec horreur par-dessus mon épaule. Je me tournai. La foule qui nous entourait avait beau être compacte. Je réussis à couler un regard entre les corps pressés les uns contre les autres. Et là, ce que je vis suffit à me faire comprendre sur le champ de quoi il retournait. Quelqu'un d'autre s'était écroulé. Je ne pus distinguer qui c'était, car un adulte s'était déjà penché sur le corps pour pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Mais les droites jupes noires et les mollets minces et lisses que j'entreapercevais ne laissaient aucun doute. Il s'agissait d'une jeune fille, et si j'en croyais le scénario désormais habituel, elle devait être jolie. La main de Nash se resserra autour de la mienne. Levant les yeux vers lui, je vis qu'il éprouvait autant de tension et de regret que moi, à présent. Nous avions accompli l'impensable. Nous avions sauvé Emma, mais aux dépens d'une autre vie, et pas la nôtre, celle d'une fille innocente qui n'avait rien à voir dans tout cela. Nash se sentait-il prêt à retenter le coup?
Si tu n'arrives pas à chanter, c'est qu'elle est déjà partie. Le besoin de pousser ton cri prend fin dès que le faucheur s'est emparé de l'âme. Ce qui expliquait pourquoi mon chant de lamentation pour Meredith avait cessé dès qu'elle était morte. Nous n'avions pas tenté de reprendre son âme. Terrassé, je ne pus qu'observer les gens qui se précipitaient autour de la malheureuse, essayer d'apporter leur aide, tenter de voir, de comprendre. C'est alors qu'au milieu du remue-ménage et de la cohue, une femme attira mon attention, parce qu'elle ne regardait pas dans la même direction que les autres. Alors que tous avaient les yeux rivés sur la fille étendue sur le sol du gymnase, son bras jeté en travers de la ligne des 3 points, la femme se tenait dans le fond de la salle et me considérait avec intensité. Elle ne bougeait pas. Elle semblait, en fait, étrangement calme, dans tout le charivari qui régnait autour d'elle. Lentement, elle me sourit, d'un air complice, comme si nous avions partagé un secret. Et elle avait raison. C'était elle, la faucheuse. Nash, articulai-je de ma voix cassée. Je cherchais sa main, hésitant à quitter des yeux cette femme curieusement immobile. « Je la vois, » répondit-il. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'elle s'était volatilisée. Elle s'était évaporée en un clin d'œil, aussi silencieusement et subitement que Todd. Et dans le chahut ambiant, personne d'autre n'avait semblé la remarquer. Alors, une flambée de frustration et de fureur explosa en moi, me dévasta de l'intérieur. La faucheuse se moquait de nous. Elle avait probablement toujours su que nous serions impuissants à l'arrêter. Nous connaissions les conséquences possibles de notre tentative, mais cela ne nous avait pas empêchés de prendre le risque. Et maintenant, quelqu'un avait payé de sa vie la décision que nous avions prise. Et le pire, c'était qu'en regardant Emma, qui n'avait aucune idée du prix qu'avait coûté sa vie, je ne regrettais pas mon choix.